X Recklinghausen, Allemagne. Hiver 1943. Le hangar sentait l'huile, le tabac et la victoire. Autour d'une longue table à dessin couverte de plans, 4 ingénieurs de la Luftwaffe se penchaient sur un nouveau dossier de renseignement marqué « Moteur type 1650 de l'armée de l'air américaine ». L'un d'eux, l'Oberingenieur Franz Müller, ajusta ses lunettes à monture métallique et rit. « Packard Motor Company », dit-il, en lisant le logo estampillé sur la photographie. Les Américains ont copié le Merlin. Ils construisent des voitures de luxe, et maintenant ils pensent qu'ils peuvent construire une Rolls-Royce. Les autres se joignirent dans un chœur d'arrogance tranquille. Dehors, le vent froid hurlait à travers l'aérodrome, faisant vibrer les murs en tôle. Mais à l'intérieur, la chaleur de l'assurance remplissait la pièce. Pour les Allemands, les moteurs étaient sacrés. La perfection n'était pas assemblée, elle était façonnée. Chaque boulon sur un Daimler-Benz DB605 portait la signature d'un homme qui l'avait limé à la main. Ajusté à l'oreille, mesurait son équilibre du bout des doigts. Pour eux, la précision vivait dans les doigts des artisans, pas dans le rythme d'une machine. Le nom Packard, connu pour les voitures américaines conduites par des hommes d'affaires et des stars de cinéma, résonnait pour eux comme une plaisanterie, pas une menace. Müller tourna une autre page. Le résumé du renseignement était direct. Les États-Unis ont l'intention de produire 5000 moteurs Rolls-Royce Merlin sous licence pour une utilisation dans les avions de chasse. Il expira par le nez. Ils ne peuvent même pas produire assez de mécaniciens pour les entretenir et ils s'attendent à en construire 50 000. Derrière lui, son assistant, Karl, secoua la cendre de sa cigarette et répondit « La production de masse tue la précision ». C'était une phrase répétée si souvent dans les cercles d'ingénierie allemands qu'elle était devenue doctrine. Chaque Spitfire qu'ils avaient examiné portait un Merlin qui chantait avec une imperfection subtile. Chaque cylindre accordé à l'oreille, chaque ressort de soupape légèrement différent. C'était un moteur vivant, fait par des artisans qui travaillaient au toucher. Comment un atelier mécanique à Détroit pourrait-il reproduire cela? Il se souvenait des rapports d'Afrique du Nord et de la Manche. Les avions américains étaient lourds, grossiers et bruyants. Leurs bombardiers saignaient du carburant. Leurs moteurs fuyaient de l'huile. Leurs mécaniciens utilisaient des marteaux, là où les ingénieurs allemands utilisaient des micromètres. Les Allemands respectaient les Américains pour leurs ressources, pas pour leur raffinement. Ils construisent en tonnes, pas en tolérance, dit Müller. Il tapota le papier avec un crayon. C'est ce qui arrive quand vous laissez les comptables construire des moteurs. La pièce éclata à nouveau de rire. Mais le rapport contenait quelque chose qu'ils ne pouvaient ignorer. Les Américains avaient pris les plans britanniques et les avaient entièrement redessinés en utilisant leurs propres normes. Chaque filetage, chaque joint, chaque roulement converti dans un système de mesure différent. Pour les Allemands, c'était de la folie. Ils vont le ruiner, marmonna Karl. Convertir les millimètres en pouces, détruire les jeux, faire fondre les pistons, gripper les roulements. Müller hocha la tête en accord. Ils copieront la forme, pas la fonction. Il écrivit dans la marge copie égale inférieure par conception. Dehors, le son d'un Messerschmitt démarrant résonna à travers l'aérodrome. Le DB605 rugit à la vie avec ce grognement mécanique distinctif, un son auquel chaque pilote allemand faisait plus confiance qu'à son propre battement de cœur. Müller se tourna vers le bruit et sourit. Vous voyez, c'est comme ça qu'un moteur devrait sonner. Construit à la main, vivant, pur. Il ferma le dossier américain et claqua la sangle de cuir dessus. S'ils nous affrontent un jour avec ces jouets Packard, nous les brûlerons du ciel. Ce que Müller ne savait pas, c'est qu'à travers l'Atlantique, dans une massive usine de briques au bord de la rivière Détroit, ces soi-disant jouets fonctionnaient déjà en douceur, sans fin, identiquement. Il ne pouvait imaginer un moteur qui n'avait pas besoin d'un artisan pour le faire chanter. Il ne pouvait imaginer une chaîne de montage capable d'harmonie. En Allemagne, la perfection était un art. En Amérique, la perfection était arithmétique. Cette nuit-là, Müller enregistra ses pensées dans son carnet de bord. L'arrogance américaine continue. Il écrivit « Ils croient que les machines peuvent remplacer les hommes. Ils croient que la quantité peut remplacer la qualité. Ils ont peut-être des usines, mais nous avons des ingénieurs. » Il souligna la dernière phrase 2 fois. Des années plus tard, lorsque les historiens trouvèrent ce carnet, l'encre avait pâli, mais l'ironie non. Les hommes qui croyaient que les machines ne pourraient jamais égaler leur artisanat étaient sur le point d'être vaincus par des machines qui produisaient la perfection par milliers. Mais en 1943, ils ne pouvaient pas le voir. Ils ne voyaient que les plans d'une copie et riaient. Si vous croyez que ces ingénieurs avaient raison, que la production de masse détruit la qualité, likez. Mais si vous pensez qu'ils avaient tort, que le véritable génie réside dans la construction de précision pour tout le monde, pas seulement pour quelques-uns, commentez le chiffre 7. Derby, Angleterre, début 1940. La guerre avait à peine commencé, mais à l'intérieur des murs de briques de l'usine Rolls-Royce, cela sonnait déjà comme l'éternité. Les marteaux chantaient contre l'aluminium, les micromètres cliquaient dans un rythme mesuré,
et l'air scintillait de la chaleur du travail. Le moteur Merlin, 12 cylindres de défi britannique, naissait un souffle, un battement de cœur à la fois. Pour ceux qui le construisaient, le Merlin n'était pas une machine. C'était de la musique faite de métal. Dans la baie d'assemblage, un artisan nommé Harold Watkins se tenait au-dessus d'un carter à moitié fini. Il était chez Rolls-Royce depuis les années 30, bien avant que le mot guerre ne remplisse les journaux. Ses doigts, calleux d'une vie à l'aimer du métal, bougeaient comme ceux d'un chirurgien. Chaque coup de lime était une conversation entre l'homme et le matériau. Il murmurait des nombres en travaillant. Millième de pouce, degré d'alignement, moment d'équilibre. La jauge affichait 0,00005. Il sourit. Parfait. Le Merlin n'était pas conçu pour la production de masse. Il était conçu pour l'immortalité. À 27 litres, il pesait 744 kg et produisait 1500 chevaux à plat régime. Une orchestre de pistons, soupapes et engrenages tournant en parfaite harmonie. Chaque moteur consommait plus de 1000 heures hommes de travail. Chaque composant venait avec ses propres particularités et secrets. Légères variations dans l'alliage, différences subtiles dans l'usinage. Les ingénieurs de Rolls-Royce ne combattaient pas ces imperfections. Ils les accordaient comme un luthier ajustant des cordes à l'oreille. Lorsque le premier Spitfire prit son envol avec un Merlin sous son capot, la Grande-Bretagne découvrit que le son pouvait porter du courage. Les pilotes disaient qu'ils pouvaient sentir le moteur respirer avec eux, répondre comme une créature vivante. À pleine puissance, l'hélice se foutait jusqu'à l'invisibilité. Le cockpit tremblant au pouls de 12 pistons tirant 150 fois par seconde. Le grondement du moteur devint l'hymne de survie pendant la bataille d'Angleterre. Dans les pubs à travers Londres, les hommes juraient que le bourdonnement du Merlin pouvait être entendu à des kilomètres, un battement de cœur métallique promettant que l'île vivait encore. Rolls-Royce gardait son chef-d'œuvre comme une religion secrète. Dans les bureaux de conception, les plans étaient dessinés à la main, à l'encre noire sur papier de lin. Chacun marqué « Propriété du gouvernement de Sa Majesté ». Changer, même une seule tolérance nécessitait l'approbation d'un conseil d'ingénieurs senior. Lorsqu'un nouvel apprenti demanda pourquoi aucun deux moteurs ne semblait identique, son mentor répondit « Parce qu'ils ne sont pas faits par des machines. Ils sont faits par des hommes ». La nouvelle du succès du Merlin se répandit rapidement, même jusqu'au renseignement ennemi. Les Allemands l'appelaient le moteur Spitfire, le cœur de l'avion qui transformait leur raid diurne en épave brûlante. Mais bien qu'ils étudiaient ses performances avec un respect réticent, ils rejetaient toujours sa production comme pittoresque. Rolls-Royce pouvait construire du génie, mais pas de l'abondance. Chaque Merlin exigeait les mains d'artisans maîtres. Chaque avion nécessitait des mois d'attente. Les Allemands avaient déjà construit des milliers de Messerschmitt propulsés par les moteurs DB601 et DB605 qui sortaient des chaînes de montage en nombre que la Grande-Bretagne ne pourrait jamais égaler. En 1941, cette arithmétique était devenue mortelle. Les usines britanniques travaillaient 24 heures sur 24. Pourtant, la production de chasseurs suivait à peine les pertes. Chaque moteur était précieux. Quand l'un échouait, la vie d'un pilote se terminait souvent dans le feu. À Derby, les mécaniciens pleuraient quand un Merlin endommagé retournait au hangar. Ils touchaient le métal brûlé comme des endeuillés à un enterrement, murmurant « Elle a fait de son mieux ». Le Merlin était plus qu'une machine. C'était la personnalité, la loyauté, le sacrifice. Et cette dévotion était à la fois sa force et sa malédiction. De l'autre côté de l'Atlantique, des observateurs américains visitaient l'usine, carnet en main, yeux écarquillés d'incrédulité. Pour eux, c'était du génie, piégé dans l'ambre. Soupape ajustée à la main, cam meulée sur mesure, variations si subtiles qu'aucun de moteur ne pouvait échanger de pièces. Un ingénieur américain de Packard aurait demandé « Comment espérez-vous gagner une guerre en construisant des moteurs comme des violons ?» Le contremaître de Rolls-Royce répondit calmement « Parce que les nôtres jouent la bonne mélodie ». Cette réponse résumait la philosophie britannique de l'ingénierie. L'artisanat comme patriotisme, la précision comme poésie. Mais la poésie ne pouvait pas remplir les cieux assez rapidement. En 1942, la Royal Air Force suppliait pour des milliers de moteurs qu'elle ne pouvait pas encore construire. Et ce désespoir mena à une idée que presque personne à Derby ne voulait accepter. Remettre les plans du Merlin à l'Amérique. Lorsque la nouvelle atteignit l'atelier que Packard Motor Company à Détroit commencerait à fabriquer le Merlin sous licence, de nombreux ouvriers se sentirent insultés. Un machiniste claqua sa clé sur l'établi et marmonna « Ils vont le ruiner. Les Américains font des voitures, pas des moteurs dignes du ciel. » Un autre répondit « Ils vont le noyer dans l'huile et appeler ça du progrès. » Même certains dirigeants doutaient que cela puisse être fait. Les ingénieurs de Rolls-Royce mesuraient les tolérances en fractions de cheveux humains. Packard mesurait en fractions de minutes. Mais la guerre a une façon de forcer l'humilité. Le Spitfire et le Lancaster ne pouvaient pas attendre la fierté. Les États-Unis avaient des usines plus grandes que des villes anglaises entières, et leurs machines pouvaient estamper, fraiser et moudre plus vite que n'importe quelle main humaine. La seule question était de savoir si la vitesse pouvait coexister avec l'âme. À l'été 1942, des caisses en bois remplies de dessins quittèrent Derby pour Détroit.
21 000 plans, chacun un fragment de génie britannique traversant un océan. Les artisans les regardèrent partir, moitié fiers, moitié effrayés. Ils ne savaient pas encore qu'en quelques mois, les Américains retourneraient ces plans transformés non par l'art, mais par l'arithmétique. Si vous croyez qu'un chef-d'œuvre perd son âme quand il quitte les mains de son créateur, likez. Mais si vous croyez que le véritable génie peut survivre à la traduction, que l'art peut devenir industrie sans perdre sa beauté, commentez le chiffre 7. Detroit, Michigan. Automne 1942. Le ciel nocturne brillait orange, au-dessus de la Packard Motor Car Company. Non pas des bombes ou du feu, mais de la fournaise de la création. L'usine fonctionnait 24 heures sur 24. Ses murs de briques vibrant au pouls de la guerre. À l'intérieur, le son était constant. Estampage de l'acier, pistolets à rivets, martelage, moteurs rugissant sur les bancs d'essai. L'Amérique était entrée en guerre, et Détroit était devenu le cœur de son armée mécanique. Packard était connu pour les automobiles de luxe. Moteurs doux, tableaux de bord en bois poli, trajet silencieux pour les riches. Mais quand le gouvernement appela, la compagnie répondit. Les États-Unis avaient promis à la Grande-Bretagne non seulement des armes, mais des miracles en quantité. Ils devaient produire en masse le Rolls-Royce Merlin, le moteur d'avion le plus avancé au monde. Et ils devaient le faire à la vitesse américaine. Au début, même les ingénieurs de Packard hésitèrent. Les plans qui arrivèrent de Derby étaient une énigme écrite dans une autre langue. Mesure en fractions, tolérance en décimales, filetage en Whitworth au lieu de SAE. Les dessins de Rolls-Royce étaient élégants mais chaotiques. Notes manuscrites, symboles secrets connus seulement du dessinateur qui les avait faits. L'ingénieur principal de Packard, Jesse Vincent, fixa la montagne de papier et dit calmement « Si nous construisons cela à la manière britannique, nous construirons un moteur par mois. Nous devons en construire un toutes les heures. » Le défi n'était pas seulement technique, il était philosophique. Rolls-Royce croyait en la perfection par l'artisanat. Packard croyait en la perfection par le processus. En Grande-Bretagne, un seul artisan ajustait chaque soupape à la main. À Détroit, les machines ne faisaient pas confiance aux sentiments. Elles faisaient confiance aux jauges. Alors, Packard redésigna chaque plan depuis le début. 21 000 au total, traduit de l'art en mathématiques. Là où Rolls-Royce écrivait « ajustement serré », Packard écrivait « jeu 0,0012 plus 0,0001 pouce ». Pendant des mois, les ingénieurs travaillèrent sans repos. Ils standardisèrent les filetages, roulements et raccords pour que chaque pièce puisse s'adapter à chaque moteur. Ils conçurent des gabarits qui maintenaient les composants si précisément que l'erreur humaine disparut de l'équation. Ils construisirent des outils de calibrage qui mesuraient des tolérances plus fines que la largeur d'un globule rouge. Et puis ils commencèrent l'expérience industrielle la plus ambitieuse de la guerre. Construire du génie sur une chaîne de montage. Dans une vaste salle, des rangées de femmes en combinaison travaillaient sous l'éclat de lampes au mercure. Chacune se spécialisait dans une seule opération. Meulage, rodage, inspection, serrage, chaque mouvement chronométré à la seconde. Un superviseur portait un chronomètre et un presse-papier. Le cliquetis des clés formait un rythme mécanique mais étrangement humain. Lorsqu'un bloc moteur atteignait la fin de la ligne, un autre ouvrier glissait à sa place. Il n'y avait pas de silence, pas de pause, pas de délai. Pour les observateurs, c'était écrasant. Un visiteur du ministère de l'Air britannique écrivit dans son rapport « C'est comme regarder un orchestre où chaque instrument est fait d'acier. Les moteurs brillaient sous les lumières fluorescentes. Aluminium, laiton, acier. Nés non pas des mains, mais d'outils de précision. Chaque composant identique au précédent. Interchangeable, remplaçable, parfait par répétition. Mais tout le monde ne croyait pas que cela fonctionnerait. Les conseillers britanniques doutaient que la production de masse puisse égaler leur tolérance artisanale. Un ingénieur senior de Rolls-Royce marmonna « Ils construiront vite, oui, mais ils construiront mal. » Jesse Vincent n'était pas d'accord. Il dit à son équipe « Nous ne construisons pas juste des moteurs. Nous construisons un nouveau type de perfection. Un que n'importe qui, n'importe où, peut répéter. » Packard introduisit des procédures de contrôle qualité qui n'avaient jamais existé dans les usines britanniques. Chaque pièce passait par 3 inspections séparées. Chaque mesure était enregistrée avec précision décimale. Les ouvriers étaient formés non pas à ajuster par instinct, mais à faire confiance aux instruments. À Derby, cela aurait été hérésie. À Détroit, c'était le progrès. En décembre 1942, le premier prototype, désigné V1651, était installé sur un banc dynamomètre. Lorsque le commutateur d'allumage tourna, le moteur prit vie avec un son que personne n'attendait. Doux, régulier, stable. La vibration qui avait hanté le premier Merlin britannique avait disparu. À plein régime, le moteur Packard ronronnait comme s'il avait été taillé dans un seul bloc de métal. Des reporters furent invités à assister au premier essai. Dans la salle d'observation, un attaché britannique murmura « Il tourne plus doucement que les nôtres ». Il le disait comme une incrédulité. Pas un compliment, mais les données le confirmaient. Le Packard Merlin délivrait la même puissance avec une consommation de carburant moindre, moins de fuite et une durée de vie plus longue. Ces jeux étaient si uniformes que les roulements pouvaient être échangés entre moteurs sans un seul ajustement. Détroit avait accompli ce que personne ne pensait possible.
Il avait transformé le moteur artisanal le plus complexe au monde en un produit industriel. En 6 mois, Packard pouvait construire un Merlin toutes les 60 minutes. Chaque moteur coûtait moins cher, durait plus longtemps et nécessitait moins de mécaniciens pour l'entretien. La précision avait été démocratisée. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, les usines britanniques regardaient avec stupéfaction l'arrivée du premier Merlin construit en Amérique. Il s'adaptait parfaitement au Spitfire et au Mosquito, boulonné sans modification. Les pilotes signalaient la même poussée, le même son, mais moins de panne. Les ingénieurs de Rolls-Royce examinèrent les moteurs en silence. Les pièces portaient d'étranges marquages, des numéros de série Packard, des polices américaines, mais elles étaient impeccables. Lorsque le premier Packard Merlin atteignit North American Aviation, ils furent montés sur une nouvelle cellule appelée le P51 Mustang. La combinaison était de l'alchimie. Avec le compresseur haute altitude du Merlin, le Mustang bondit à 437 miles par heure, dépassant en vitesse et en montée tout ce que l'Allemagne pouvait envoyer contre lui. Ce qui avait commencé comme une copie était devenu une légende. À l'intérieur de l'usine Packard, Jesse Vincent parcourait la chaîne tandis que des centaines de moteurs grondaient sur les bancs d'essai. Il se tourna vers son contremaître et dit « Tu entends ça ? C'est le son de la victoire. » Le contremaître hocha la tête. Ça sonne comme Detroit. À Recklinghausen, les ingénieurs allemands qui s'étaient autrefois moqués de la licence américaine recevaient maintenant de nouveaux rapports de renseignement. Ils lurent que les usines américaines produisaient 500 Merlins par semaine. Müller, le même ingénieur qui avait ri devant les plans, fixait les chiffres avec incrédulité. 50 000 moteurs, murmura-t-il. Ils les construisent comme des jouets. Mais ces jouets allaient bientôt remplir les cieux d'Europe. À travers les océans, à travers les langues, une nouvelle philosophie avait émergé. En Grande-Bretagne, l'artisanat avait créé la brillance. En Amérique, la standardisation l'avait rendu imparable. Le Packard Merlin n'était plus une imitation. C'était l'évolution par les mathématiques. Si vous croyez que la perfection n'appartient qu'aux mains humaines, appuyez sur j'aime. Mais si vous croyez que la perfection peut être multipliée, partagée et construite par des milliers de personnes ordinaires travaillant en harmonie, commentez le chiffre 7. Dearborn, Michigan, janvier 1943. La neige dehors était silencieuse, mais à l'intérieur du centre d'essai Packard, l'air tremblait. Des dizaines d'ingénieurs se tenaient derrière d'épaisses fenêtres en verre, fixant le compartiment du dynamomètre. Un seul moteur Merlin brillant de chrome, chaque boulon gravé de Packard Motor Division, Détroit, USA, était enchaîné à son banc d'essai comme un animal en cage. Sur le tableau de commande, des lumières rouges clignotaient. L'opérateur leva la main. « Contact !» dit-il. La clé de contact tourna. La première toux de combustion brisa le silence. Puis un rugissement. Propre, régulier, parfait. Les 12 cylindres prirent vie non pas avec le grondement râpeux d'un banc d'essai britannique, mais avec un bourdonnement profond et équilibré qui remplit le bâtiment comme un orgue. Pendant les 20 premières secondes, personne ne parla. Puis Jesse Vincent expira. La tension se brisant, il tourne. Mais tourner ne suffisait pas. L'essai devait prouver plus que le mouvement. Ce moteur serait poussé à 500 chevaux vapeur à 3000 tours par minute pendant 150 heures consécutives sans une seule saisie, fuite ou panne. C'était une épreuve que Rolls-Royce n'avait jamais osé tenter. Si la copie de Packard survivait, elle ferait taire tous les doutes sur 2 continents. Heure après heure, le moteur grondait. Les techniciens tournaient par équipe, mesurant les vibrations, la température de l'huile, les jeux de roulement. À 30 heures, les observateurs britanniques commencèrent à se détendre. À 70 heures, l'un d'eux marmonna « Il va bientôt lâcher ». Ils le font tous. À 120 heures, ils arrêtèrent de deviner. Et à 150 heures, lorsque le moteur s'arrêta, il était encore à 1% de ses performances d'origine. Les chiffres étaient indéniables. Puissance de sortie, compression stable, efficacité énergétique parfaite, supérieure à tout Merlin précédent. Jesse Vincent se tourna vers l'agent de liaison de Rolls-Royce en visite et dit doucement « Vous pensez toujours que nous ne pouvons pas produire en masse $? Dualité, je pense que vous venez de le faire. Les résultats traversèrent l'Atlantique, par câble codé. À Derby, le message atterrit comme le tonnerre. Test, Packard réussi. Moteur a passé 150 heures pleine puissance, aucun défaut. Pendant un instant, l'atelier devint silencieux. Certains hommes étaient fiers, d'autres avaient honte. Un concepteur senior dit « Ils ont pris notre génie et l'ont rendu reproductible. » Un autre hocha simplement la tête et murmura « Bien, alors peut-être que nous gagnerons cette guerre. » Au printemps 1943, Packard expédiait des centaines de moteurs par mois, chacun identique, interchangeable, sérialisé. Les mécaniciens en Angleterre pouvaient échanger des pièces entre avions sans ajustement. Les pilotes remarquèrent immédiatement la différence. Le Merlin construit en Amérique démarrait plus proprement, tournait plus froid et montait plus haut. Ils étaient moins capricieux, plus obéissants. Ils avaient perdu le romantisme du moteur artisanal, mais gagné quelque chose de plus précieux.
la fiabilité. Le vrai test vint lorsque North American Aviation installa le Packard Merlin dans le P-50 et un Mustang. Le 30 avril 1943, le prototype rugit sur la piste à Englewood, Californie. Le pilote d'essai Bob Chilton tira sur le manche et l'avion argenté bondit dans les airs. La combinaison était électrisante. Le compresseur du Merlin chantait alors que le Mustang grintait au-delà de 3000 pieds en quelques minutes. À 25 000 pieds, l'air se raréfiait, mais le moteur ne faiblissait pas. À 35 000, il tirait encore fort. Chilton contacta par radio le contrôle au sol, riant à travers le masque à oxygène. « Messieurs, je pense que nous venons de changer la guerre. » En quelques mois, le nouveau P-51B entra en service. Il était rapide, à longue portée, mortel. Il pouvait escorter les bombardiers profondément en Allemagne, frapper des cibles qu'aucun chasseur allié n'avait jamais atteintes et avoir encore du carburant pour rentrer. Les pilotes allemands qui s'étaient autrefois moqués des avions américains comme maladroits et trop lourds faisaient maintenant face à des adversaires plus hauts, plus rapides et apparemment sans fin. La Luftwaffe était entrée dans une course impossible à gagner contre les nombres et l'altitude. En juillet 1943, près de Brême, une formation de bombardiers B-17 vola sous escorte P-51 pour la première fois. Depuis le sol, les observateurs allemands signalèrent « Nouvel avion, type inconnu, très haute altitude, vitesse extrême ». Lorsque les premiers Messerschmitt montèrent pour intercepter, ils se retrouvèrent déjà sous attaque. Un pilote allemand, l'Oberleutnant Karl-Heinz Moritz, décrivit plus tard la rencontre. Ils sont sortis du soleil. Je pensais que c'était des Spitfire, mais ils continuaient à monter plus haut qu'aucun Spitfire ne pourrait jamais le faire. J'ai mis les gaz à fond. Ils étaient toujours au-dessus de moi. Puis les traceurs sont descendus comme la foudre. Après la bataille, des fragments d'un P-50 et un écrasé furent récupérés par les ingénieurs allemands. Ils forcèrent le capot, s'attendant à trouver le tampon britannique familier. Au lieu de cela, les mots sur la plaque signalétique les stupéfièrent. Packard Motor Division, Detroit, USA. La même ville qui construisait autrefois des limousines, construisait maintenant la mort de nu du ciel. Un ingénieur passa sa main sur le moulage lisse de la culasse et marmonna. Ils l'ont amélioré. Bon sang, ils l'ont amélioré. À la fin de 1943, le Packard Merlin était devenu le cœur battant de la puissance aérienne alliée. Non seulement les Mustangs, mais aussi les Mosquito et les Lancaster volaient avec des moteurs construits en Amérique. Les statistiques étaient brutales. La portée d'émission augmenta de 60%, les pertes d'escorte diminuèrent de moitié, et la disponibilité opérationnelle grimpa au-dessus de 90%. Le cauchemar de la Luftwaffe n'était pas seulement l'avion, c'était l'approvisionnement infini de moteurs qui continuait d'arriver. En Allemagne, les rapports s'empilaient sur le bureau du général Feldmaréchal Erhard Milch. Les renseignements estimaient que les usines américaines produisaient des Merlins plus vite que la Luftwaffe ne pouvait les détruire. Milch souligna une phrase au crayon rouge. « Capacité industrielle ennemie maintenant au-delà des limites mesurables ». Il leva les yeux et dit à son aide: ils ont transformé l'ingénierie en guerre. Pendant ce temps, à Détroit, les lumières de l'usine ne faiblissaient jamais. Les soudeurs travaillaient sous l'éclat rythmique des étincelles. Les inspecteurs vérifiaient les jauges par rapport au gabarimètre. Les femmes sur les chaînes de montage portaient des badges marqués « Division Merlin ». Toutes les 6 minutes, un nouveau moteur sortait de la chaîne. Lorsqu'un journaliste en visite demanda à un contremaître ce qui les faisait tenir, il pointa un mur de photographies de pilotes debout à côté de Mustang et dit: chaque photo est quelqu'un que nous gardons en vie. La transformation était complète. La même industrie américaine qui construisait autrefois des voitures de luxe pour la paix, construisait maintenant la précision pour la survie. Le Packard Merlin avait commencé comme une copie rejetée par ses ennemis, mise en doute par ses alliés, et né sous pression. Mais il s'était terminé comme la preuve que la plus grande arme de l'Amérique n'était ni l'acier ni la vitesse. C'était le système. De l'autre côté de l'océan, les ingénieurs allemands qui avaient ri des plans un an plus tôt lisaient maintenant des rapports de P-50 et un déchirant les formations de bombardiers à 30 000 pieds. Müller, l'homme qui avait autrefois écrit « copie égale inférieure par conception », arracha la page de son carnet. Il ne put se résoudre à la brûler. Il ne fit que fixer le papier déchiré et murmura « Il semble que nous étions la copie depuis le début. » Si vous croyez que le vrai génie se mesure non pas par la façon dont quelque chose est construit, mais par le nombre de vies qu'il peut sauver, commentez le chiffre 7. Si vous pensez que la perfection meurt au moment où elle quitte les mains de l'artisan, appuyez sur j'aime. De toute façon, l'histoire a déjà répondu. Aérodrome de Recklinghausen, Allemagne, décembre 1943. Le brouillard matinal était bas, assez épais pour engloutir le son des moteurs lointains. Dans un hangar éclairé par des ampoules tamisées, un groupe d'ingénieurs de la Luftwaffe se tenait autour de l'épave tordue d'un avion qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Son fuselage était argenté, ses ailes longues et fines, la peau lisse comme du verre. Le nez avait été arraché par l'impact, révélant le cœur de la machine. Un moteur si proprement usiné, si symétrique que pendant un instant personne ne parla. L'oberingénieur Franz Müller, le même homme qui s'était autrefois moqué de l'idée d'un Merlin construit en Amérique, s'accroupit près de l'épave.
Le métal conservait encore la faible odeur d'huile et de glycol brûleux. Sur la plaque signalétique fracturée, les mots étaient encore lisibles. Packard Motor Division, Detroit, USA. Il toucha la gravure d'un doigt ganté. Sa voix était calme. Donc c'est ça, murmura-t-il. La copie. Ils commencèrent à démonter le moteur en silence. Les outils cliquetaient et claquaient contre l'aluminium. Lorsque la première culasse fut retirée, ils se figèrent. Chaque surface était lisse comme un miroir. Les tolérances exactes, l'usinage impeccable. Karl, son assistant, se pencha plus près et passa un pied à coulisse sur un tourillon de palier. 2 microns de différence, murmura-t-il. C'est impossible. Les nôtres varient de 20. Müller hocha lentement la tête. Ils ne construisent pas de moteur, dit-il. Ils construisent des mesures. Il souleva une bielle et la fixa comme un artefact. Rolls-Royce a façonné cela à la main, dit-il. Mais ceux-ci, il la tenait sous la lampe. Ceux-ci sont nés identiques. Chacun parfait. Chacun le même. Sur le mur derrière eux, un tableau noir rempli d'un rapport de renseignement antérieur portait encore les mots P50 et un Mustang nouveau chasseur allié. Il l'avait sous-estimé, supposant qu'il s'agissait d'un autre intercepteur à courte portée. Mais maintenant, l'épave racontait une histoire différente. Le moteur Merlin renaissant en Amérique lui avait donné la portée d'escorter les bombardiers jusqu'à Berlin et retour. La guerre aérienne n'était plus une question de tactique, c'était une question d'endurance. Plus tard cet après-midi, ils se réunirent dans le bunker d'observation pour examiner les images de combat récupérées des unités avancées. Le projecteur s'anima, montrant un film de caméra de tir allemande d'un Focke-Wulf 190. Dans les images granuleuses en noir et blanc, un avion argenté plongea d'en haut, trop rapide pour être suivi. Les traceurs montèrent, manquant largement. Puis, à la seconde suivante, le Mustang ouvrit le feu. Un éclair propre et brillant, et le film se termina en fumée. « Impossible !» dit un officier. « Aucun moteur à piston ne monte comme ça. » Müller secoua la tête. « C'est le compresseur. 2 étages, 2 vitesses. En altitude, il avait spire comme s'il était au sol. Il pointa les données des épaves récupérées. Ils ont résolu le refroidissement. Ils ont résolu la pression. Ils ont tout résolu. » Un mécanicien entra portant une petite boîte. À l'intérieur, se trouvaient des fragments de roulement à billes récupérés du moteur. « Toujours rond », dit l'homme après l'accident. Müller en examina un sous une loupe. Les surfaces de roulement étaient polies à la perfection. Ils ne les ont pas polies à la main, dit-il. Ils les ont polies par les mathématiques. L'ambiance dans le hangar passa de la curiosité à l'incrédulité, puis à quelque chose de plus silencieux. Le respect. Les hommes qui s'étaient moqués de Detroit comprenaient maintenant ce à quoi ils faisaient face. Packard n'avait pas seulement copié Rolls-Royce. Ils avaient créé un moteur qui pouvait être construit plus rapidement, fonctionner plus longtemps, et survivre là où la précision dépendait autrefois de la chance. La nouvelle se répandit rapidement dans les cercles de la Luftwaffe. Les pilotes commencèrent à signaler le nouveau chasseur américain. Longue portée, haute altitude, presque imparable. Ils l'appelaient Zilberner Jäger, le chasseur d'argent. Il apparaissait sans avertissement, plongeait comme l'éclair, et disparaissait avant que le radar ne puisse le suivre. Un as le décrivit dans son journal. Il vient d'en haut, silencieux jusqu'à ce qu'il tire. Les traceurs arrivent en premier, puis le rugissement. On a l'impression d'être chassé par les mathématiques. Au début de 1944, les briefings de renseignement incluaient des comparaisons détaillées entre le DB605 allemand et le Packard Merlin américain. Le DB605 était plus léger et plus compact, mais nécessitait un entretien constant, un carburant exact et une manipulation soigneuse. Le Merlin pouvait fonctionner sale, surchauffer, se refroidir et continuer. Un rapport concluait amèrement: nos moteurs sont des chevaux de course. Les leurs sont des machines construites pour gagner des guerres. Lorsque les premiers P-51 capturés arrivèrent intacts après des atterrissages forcés en France occupée, les ingénieurs eurent enfin un spécimen complet à étudier. Ils le roulèrent dans la baie d'essai, lavèrent la boue de ses ailes et retirèrent le capot. Le savoir-faire était si propre qu'il semblait chirurgical. Même les faisceaux de câblage étaient étiquetés et codés par couleur. Signe d'une conception pour l'incassable, pas pour le beau. Karl tendit à Müller un résumé dactylographié des résultats des tests. Il le lut 2 fois, puis le posa. Stabilité supérieure de la pression d'huile, contrôle supérieur de la température, fatigue supérieure du matériau, compression identique sur tous les cylindres. Il fit une pause, puis ajouta tranquillement: ils ont fait ce que nous pensions que seul un artisan pouvait faire. Cette nuit-là, Müller retourna à ses quartiers et ouvrit son vieux journal de bord, celui qui contenait encore sa note de 1942. Copie égale inférieure par conception. Il fixa la ligne pendant longtemps, puis la raya d'un seul trait de crayon. En dessous, il écrivit: la pertection n'est pas un accident, c'est un système. Dehors, le grondement lointain des bombardiers roulait à l'horizon, le son de l'industrie américaine au travail. Le ciel lui-même était devenu une chaîne de production, infinie, mécanique, imparable. Pour la première fois, Müller ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant dans sa carrière d'ingénieur. Sans paiement, sans plure,
du respect admiratif. Dans les semaines qui suivirent, les rapports de P-51 escortant des bombardiers vers Leipzig, Munich et Berlin devinrent une routine quotidienne. Les pertes de la Luftwaffe grimpèrent. Les pilotes revinrent à la base secoués, décrivant des essaims infinis de chasseurs argentés. Il ne manque jamais de moteur. Ils parlaient de ratios, de courbes de couple et d'écart type. Ils commencèrent à copier les techniques mêmes qu'ils avaient autrefois ridiculisées. Précision par procédure, pas par fierté. Mais il était trop tard. L'Amérique avait maîtrisé la géométrie de la guerre. Une nuit, alors qu'ils quittaient le hangar, Müller s'arrêta pour regarder en arrière le Mustang brisé qu'ils avaient disséqué. Le clair de lune scintillait sur le carter du moteur cassé. Il murmura presque pour lui-même « Ils ont construit leur perfection pour tout le monde. Nous avons construit la nôtre, pour quelques-uns. C'est pourquoi ils gagneront. » Si vous croyez que le vrai pouvoir vient de ceux qui créent la pression, appuyez sur j'aime. Mais si vous croyez que la victoire appartient à ceux qui partagent la perfection jusqu'à ce qu'elle devienne incassable, commentez le chiffre 7. Au printemps de 1944, la guerre était devenue autant une compétition de moteurs que d'hommes. Dans l'air au-dessus de l'Europe, des milliers de machines hurlaient le même cœur métallique. Un côté construisait pour la précision, l'autre pour la quantité. Pourtant, la différence entre ces deux idées était devenue la ligne entre la victoire et l'extinction. Les Allemands avaient construit des chefs-d'œuvre. Les Américains avaient construit une méthode. À l'intérieur de l'Institut technique de Rechlin, les ingénieurs se réunirent une dernière fois pour comparer leurs chiffres. Des graphiques, des diagrammes et des rapports tachés d'huile couvraient la table. Le moteur allemand DB605, autrefois la fierté de la Luftwaffe, pouvait délivrer 1475 chevaux, mais nécessitait 35 heures de maintenance pour 10 heures de vol. Le Packard Merlin produisait presque la même puissance, mais n'exigeait que 5 heures de maintenance pour 50 heures volées. Les statistiques étaient brutales. L'usine de Packard pouvait produire 5 Merlins dans le temps qu'il fallait à Daimler-Benz pour en assembler un à la main. Rolls-Royce avait construit 20 000 Merlins depuis 1939. Packard seul en produirait 55 000 avant la fin de la guerre. Pour les ingénieurs allemands, ces chiffres étaient plus dévastateurs que n'importe quel raid de bombardement. Leur culture d'artisanat, des siècles de fierté entre les mains des maîtres, était dépassée par une philosophie qui vénérait la réplication. Ce n'était plus une question de génie, mais de géométrie. Müller étudia les données avec la lassitude d'un homme qui avait vu ses croyances démontées boulon par boulon. Il murmura « Ils ont rendu la perfection commune. Et c'est la forme la plus élevée de génie. » De l'autre côté de l'océan à Détroit, cette même philosophie rugissait à la vie chaque minute de chaque jour. L'usine Packard fonctionnait en équipe si continue que les machines ne refroidissaient jamais. Les chaînes de montage se déplaçaient comme des artères pompant de l'acier chaud. Des jauges de précision pendaient de chaque poste, calibrées à des tolérances plus fines que tout ce qui était utilisé en Europe. Pour l'œil non averti, l'endroit semblait chaotique. Des étincelles, des grues volantes, des pistons oscillants qui cliquetaient, mais le chaos était organisé. Chaque mouvement, chaque coupe, chaque valeur de couple avait été calculée, répétée. Les visiteurs décrivaient l'usine comme un organisme vivant. Les travailleurs, hommes et femmes, devenaient des extensions des machines qu'ils opéraient. Chaque personne connaissait sa tâche, et rien de plus. Pourtant, ensemble, ils formaient une intelligence plus grande que n'importe quel ingénieur isolé. Dans les bureaux au-dessus de l'atelier, Jesse Vincent se tenait souvent près de la fenêtre regardant des centaines de moteurs prendre forme en dessous. Pour lui, c'était la cathédrale de l'Amérique, le bourdonnement de la création alimenté par des gens ordinaires qui ne verraient jamais la guerre, mais la gagneraient tout de même. Les chiffres le prouvaient. Entre 1943 et 1945, Packard livra plus de 3600 moteurs Merlin chaque mois. Chacun identique, chacun testé, chacun prêt pour le vol. Le coût par moteur chuta de près de 40%, tandis que la fiabilité augmentait. L'armée l'appelait « efficacité de production ». Les historiens l'appelèrent plus tard « poésie industrielle ». Lorsque les officiers de liaison britanniques visitèrent l'usine de Détroit pour l'inspection finale, ils restèrent en admiration. L'un d'eux, un ingénieur vétéran de Rolls-Royce, passa sa main le long d'une rangée de moteurs achevés et dit doucement « Nous avions l'habitude de signer notre travail. Maintenant, ils signent tous le même nom. » Ce n'était pas du cynisme, c'était de l'admiration. Il réalisa que l'âme de l'ingénierie avait changé de forme. Le chef-d'œuvre n'était plus une création unique, mais le système qui pouvait en fabriquer des milliers d'identiques. En Allemagne, cette révélation arriva trop tard. Leurs usines bombardées et brisées ne pouvaient plus soutenir l'ancienne façon. Les artisans qualifiés étaient irremplaçables. Et il en restait trop peu. Les machines qui nécessitaient de l'artisanat étaient inutiles dans un monde où la guerre exigeait la multiplication. La Luftwaffe avait construit des chevaux de course. L'Amérique avait construit des tracteurs qui pouvaient fonctionner pour toujours. Müller écrivit dans son rapport final. Les Américains ont accompli ce que nous considérions impossible. Ils ont standardisé la précision elle-même. Il s'arrêta puis ajouta une ligne de plus. Entre leurs mains, le génie est devenu infrastructure. À l'été de 1944, les Alliés possédaient les cieux. Le son du Merlin, le Merlin de Packard, était le son de l'inévitabilité.
Il emplissait l'air au-dessus de la France, au-dessus de la Hollande, au-dessus de l'Allemagne elle-même. Chaque formation tonnante était la preuve que la philosophie pouvait être aussi puissante que la puissance de feu. Même après la guerre, la leçon perdura. Lorsque les ingénieurs de Rolls-Royce visitèrent Détroit en 1946 pour étudier les méthodes de Packard, ils trouvèrent quelque chose d'inattendu. Les Américains ne parlaient pas de fierté, mais de procédure. « Nous faisons confiance au processus », dit un superviseur. « Si le processus est parfait, le produit le sera aussi. » C'était une foi d'un genre différent, non pas dans les mains ou l'intuition, mais dans les données, la discipline et la conception. Des années plus tard, lorsqu'on l'interrogea sur ses jours, Jesse Vincent fut questionné sur ce qu'avait été le secret. Il sourit et répondit: nous avons arrêté d'essayer de construire le meilleur moteur. Nous avons commencé à essayer de construire chaque moteur de la même façon. C'est ainsi qu'on gagne les guerres et qu'on construit la paix. L'histoire du Packard Merlin n'était plus une question de qui avait inventé quoi ou de quel génie était venu en premier. Elle était devenue un testament à une idée qui définirait l'ère moderne. Que la perfection, autrefois le privilège de quelques-uns, pouvait être reproduite par beaucoup. Si vous croyez que la perfection meurt quand elle est copiée, appuyez sur j'aime. Mais si vous croyez que la perfection se multiplie quand elle devient un système, si vous croyez que le pouvoir ne réside pas dans la main du maître, mais dans les innombrables mains qui répètent son art, commentez le chiffre 7. Munich, Allemagne de l'Ouest. Automne 1963. La guerre était terminée depuis 18 ans. Pourtant, pour Franz Müller, elle vivait encore dans le son d'un moteur. Il avait 62 ans maintenant, retraité, à moitié sourd d'une oreille et plus lent avec les outils qu'il avait autrefois définis. Mais quand l'invitation arriva du Deutsches Museum, une nouvelle exposition d'aviation présentant des avions alliés, il ne put résister. La lettre disait: l'un sera un P-51D Mustang restauré en état de vol. Il lut le nom 2 fois. Packard Merlin. Le jour de l'ouverture, le musée était bondé d'étudiants, de familles et de vétérans aux cheveux gris. Des enfants couraient sous les ailes d'un Spitfire, et des vieillards fixaient le fuselage brisé d'un Messerschmitt, comme s'il chuchotait encore. Müller se déplaça lentement, s'appuyant sur sa canne jusqu'à ce qu'il le voie. Le Mustang, argenté, poli comme un miroir. Les pales de l'hélice scintillaient sous les puits de lumière comme un halo. Sur son capot moteur en lettres noires, propulsé par Packard Motor Division, Détroit, USA. Il s'arrêta à 5 mètres et écouta simplement. Un technicien du musée était assis dans le cockpit effectuant des vérifications avant vol. L'interrupteur d'allumage cliqua, le démarreur se mit en marche. Puis vint le son dont il se souvenait, le grondement doux et profond de 12 cylindres respirant en séquence parfaite. La pièce se remplit de vibrations, subtile mais vivante. Le son roula dans sa poitrine, réveillant quelque chose qu'il pensait avoir enterré pour toujours. C'était le même son qui l'avait hanté 2 décennies plus tôt à Rechlin. Le son de la précision sans personnalité. Le bondonnement d'une machine qui n'avait pas besoin de génie. Mais maintenant il se sentait différent. Plus doux. Noble même. Ce n'était plus le son de l'humiliation. C'était le son de l'histoire se pardonnant elle-même. Il ferma les yeux. Il revit tout. L'épave déchirée sur le sol du hangar, le roulement brillant qu'il ne pouvait expliquer, les jeunes ingénieurs regardant avec incrédulité. Il avait autrefois détesté ce moteur, non pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il prouvait. Que son monde, le monde des artisans et des perfectionnistes, avait déjà pris fin avant qu'il ne s'en rende compte. Lorsque le moteur s'arrêta, Müller s'approcha de l'avion. Le technicien, voyant la casquette de vétéran sur sa tête, sourit poliment. « Vous avez travaillé du côté allemand, n'est-ce pas ?» Müller hocha la tête. « Les moteurs, dit-il. Toujours les moteurs. » Le technicien fit un geste vers le Mustang. « Magnifique, n'est-ce pas ?» Müller étudia la machine pendant un long moment. « Oui, dit-il finalement, parce qu'elle n'a pas été construite pour être belle. Elle a été construite pour durer. » Il posa une main sur le capot, sentant le métal frais sous sa paume. Il murmura: « Tu n'as jamais été une copie. » Cette nuit-là, de retour dans son petit appartement, Müller ouvrit un vieux cahier en cuir, le même qu'il avait porté pendant la guerre. Sur ces pages jaunies se trouvaient des équations, des croquis et les fragments de rapport. Près du début, encore lisible à l'encre fanée, se trouvait la ligne qu'il avait autrefois écrite avec tant de certitude. Copie égale signe inférieur par conception. Il la fixa longuement, puis traça une ligne dessus, ferme et définitive. En dessous, il écrivit: « Une copie faite avec compréhension devient une invention. » Il s'arrêta puis ajouta une dernière entrée, son écriture tremblant légèrement. Ils ont construit non pas par fierté, mais par dessein. Ils ont construit pour des hommes qu'ils ne rencontreraient jamais, pour combattre des batailles qu'ils ne verraient jamais. Leur machine portait l'âme d'un système qui valorisait tout le monde. C'était leur génie. Il ferma le cahier et regarda par la fenêtre les lumières du soir de Munich. La ville s'était reconstruite comme Détroit construisait autrefois des moteurs. Brique par brique, processus par processus. Le monde avait appris que la survie n'appartenait pas aux plus brillants, mais aux plus adaptables. Müller pensa aux jeunes ingénieurs qu'il avait formés après la guerre,
Des garçons qui parlaient d'ordinateurs et d'automatisation au lieu de pistons et de carburateurs. Ils admiraient la technologie sans la vénérer. Peut-être était-ce ainsi que cela devait être. Peut-être que la vraie leçon du Packard Merlin n'était pas du tout une question de moteur, mais d'humilité. Que la grandeur perdure quand elle cesse d'avoir besoin de crédit. Il éteignit la lampe et s'assit dans l'obscurité. De quelque part dans la ville, faible et lointain, vint l'écho d'un avion passant au-dessus. Il imagina le son non pas comme une défaite, mais comme une continuité. Le battement de cœur vivant d'une idée qui survécut à tous les drapeaux, toutes les nations, toutes les guerres. Il murmura une dernière phrase dans la pièce silencieuse. Nous avons construit nos chefs-d'œuvre à la main. Ils ont construit les leurs par la croyance. Si vous croyez que le génie n'appartient qu'à ceux qui le créent une fois, appuyez sur j'aime. Mais si vous croyez que le vrai génie réside en ceux qui le font vivre pour toujours, dans chaque moteur, chaque système, chaque main qui répète la perfection, commentez le chiffre 7.